Il y a 15 ans, une crise financière sans précédent éclatait aux États-Unis. La crise des subprimes. Elle a eu des répercussions dans le monde entier et a entraîné une récession économique qui a duré plusieurs années. Mais ce n'est pas la première crise économique de notre histoire. Loin de là. Le cycle économique étant fait d'expansion et de récession, il n'est pas très étonnant de voir que la France a connu son lot de faillites, de banqueroutes et de naufrages monétaires. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui du système de l'eau, qui a donné lieu à l'une des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire de France. Nous sommes le 1er septembre 1715. Louis XIV s'éteint à l'âge de 72 ans. Son héritier, Louis XV, n'est encore qu'un enfant, et Philippe d'Orléans, neveu du roi Soleil, devient régent. Tout content, notre bon libertin va pourtant vite déchanter. Les finances du royaume sont dans un état désastreux après des décennies de guerre. 2,8 milliards de livres tournois, c'est le montant de la dette. Il s'agit à l'époque d'un record absolu. Triste record, mais record quand même. Le régent et son gouvernement doivent à tout prix redresser la barre et cherchent des solutions pour revitaliser le trésor public. C'est là qu'intervient un certain John Law. Né en Écosse et fils d'un riche banquier, John Law grandit dans l'univers de la finance. Son père est un expert des opérations de change et lui apprend les bases de l'économie. John Law connaît une enfance tout à fait tranquille, mais à l'âge de 23 ans, sa vie bascule. Lors d'un duel, il tue son adversaire. Jugé coupable, il est condamné par pendaison. Il échappe heureusement à la sentence capitale, car l'homicide est involontaire, mais une peine de prison est prononcée contre lui. John Law, pas pressé d'aller derrière les barreaux, décide de prendre la fuite. C'est une récurrence, vous verrez. Law se rend à Amsterdam, où il étudie plus en profondeur le fonctionnement de l'économie et du système bancaire. Pendant 20 ans, il parcourt l'Europe et s'initie aux techniques bancaires les plus avant-gardistes de l'époque. Il écrit et publie plusieurs essais pour exposer ses propres convictions, mais ceux-ci ne connaissent pas un grand retentissement. Il rêve pourtant de créer une banque nationale. Au début du XVIIIe siècle, plusieurs royaumes possèdent déjà leur propre banque nationale. C'est notamment le cas de l'Angleterre, de la Suède et des Pays-Bas. John Law envisage donc de proposer ses services à des territoires qui ne possèdent pas encore de banque. En 1708, après avoir essuyé les refus du roi de Sicile puis du duc de Savoie, il écrit à Nicolas Desmarets, le contrôleur général des finances du royaume de France. Celui-ci, désireux de remédier à la situation économique, accueille la proposition de Law avec enthousiasme. Un enthousiasme très vite freiné par le refus catégorique du roi à confier les finances du royaume à un protestant. Car oui, John Law était un protestant, et le moins qu'on puisse dire c'est que Louis XIV n'était pas un très grand fan des Huguenots. Mais à la mort du roi, Law revient à la charge et réitère sa proposition. Nicolas Desmarets, toujours en poste, ne boude pas son plaisir, et le régent se dit que, de toute façon, faut bien tenter quelque chose. Un édit royal daté du 2 mai 1716 autorise John Law à créer une banque privée, sur le modèle de la Banque d'Angleterre. Elle s'installe à Paris et prend le nom de Banque Générale. Elle échange des dépôts de monnaie métallique contre des billets sans aucun frais supplémentaires pour le client. Ces bénéfices devront donc être obtenus grâce au change et aux opérations d'escompte. Son capital de départ est faible, aussi les grands financiers européens ne se privent pas d'incendier le projet qu'ils croient perdu d'avance. Mais John Law sait ce qu'il fait. Et très vite, la Banque Générale va connaître un succès retentissant. Les Parisiens se ruent pour y placer leur argent, et pour cause. Dès la première année, la Banque Générale promet de verser une annuité de 7,5% en dividendes, soit 5 fois plus que les autres établissements bancaires de la capitale. Le 10 avril 1717, un nouvel édit élargit les privilèges de la banque. Les billets qu'elle émet sont désormais convertibles à vue, et peuvent être reçus en paiement des impôts. En moins d'un an, le capital de la Banque Générale est passé d'1 million à 6 millions de livres. Malgré un capital très élevé, et pour satisfaire une clientèle toujours plus nombreuse, la Banque Générale se voit obligée d'émettre plus de papier-monnaie qu'elle n'a réellement d'or et d'argent en dépôt. Vous voyez venir le problème ? Mais pour l'instant, tout va pour le mieux.
Et la banque peut compter sur l'appui du régent pour disposer de liquidités suffisantes. En 1717, toujours, John Law se lance dans le commerce avec l'outre-mer et crée la Compagnie d'Occident. Le Nouveau Monde est à cette époque synonyme de richesse et d'opportunité. C'est pourquoi l'homme d'affaires écossais fait valoir auprès du grand public qu'il a lui-même investi dans un immense domaine en Louisiane. En réalité, il ne désire pas vraiment s'installer là-bas, mais cela lui permet de crédibiliser ses affaires et notamment sa banque. La Louisiane est désormais vue comme le nouvel Eldorado, et l'on croit à l'époque qu'y investir son argent est extrêmement rentable. Les capitaux affluent par millions dans les poches de Law et dans les caisses de l'État, ce qui permet d'éponger près de 60 millions de livres de dette publique. Pas mal du tout. La même année, John Law a l'idée d'émettre cette fois des titres portant l'appellation billets de banque, toujours garantis par le capital de son établissement. Vous l'avez compris, il s'agit de l'ancêtre du billet de banque actuel. Beaucoup plus facile à manipuler que la monnaie métallique, les billets de banque sont immédiatement acceptés par les Parisiens. À la fin de l'année 1718, la Banque Générale devient Banque Royale. Autrement dit, les billets sont désormais garantis par la couronne. La confiance règne. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Le régent se réjouit d'une telle réussite, et John Law se frotte les mains. Sa Compagnie d'Occident grandit, grandit et grandit encore, si bien qu'elle absorbe en 1719 la plupart des compagnies rivales. Elle prend alors le nom de la Compagnie perpétuelle des Indes. Couplée à la Banque Royale, elles forment ensemble un empire tout-puissant. Et ce n'est pas fini. John Law rachète la ferme des impôts indirects et obtient du régent la surintendance des monnaies, c'est-à-dire le monopole d'émission dans tout le royaume. Début 1720, le montant total des émissions se monte à plus d'1 milliard de livres. Law vient d'être nommé surintendant général des finances. Il est alors au sommet. Celui dont tout le monde se moquait possède désormais la mainmise complète sur l'ensemble du commerce extérieur et du système fiscal de la France. Un peu trop pour un seul homme. Durant les mois qui suivent, le système de Law va s'écrouler. La réussite de l'Écossais a fait de nombreux jaloux. Ces derniers vont réussir à mettre en faillite toute l'économie. Ils vont user de leur influence pour persuader de gros investisseurs que la Compagnie des Indes n'est pas un si bon placement. De grands personnages comme le prince de Conti ou le duc de Bourbon viennent en personne retirer leur argent au siège de la banque. La rumeur se propage à une vitesse folle, et la Compagnie des Indes voit donc le cours de son action dégringoler en quelques semaines, ce qui entraîne également une dévaluation du billet de banque. Le système s'emballe et c'est la catastrophe. Les Parisiens n'ont plus confiance dans la compagnie, et la Louisiane ne fait plus rêver personne. Chacun cherche à se débarrasser de ses billets, véritables bombes à retardement. On fait les comptes, on tasse dans un sac tous ces billets, et on se rend au comptoir le plus proche afin de demander l'équivalent en monnaie. Et oui, l'or et l'argent restent des placements sûrs, qui ne risquent pas d'être dévalués du jour au lendemain. Les comptoirs ne sont plus en mesure de rembourser les milliers de déposants venus chercher leur argent. Comme je vous le disais un peu plus tôt, la Banque Royale émettait bien plus de billets de banque qu'elle n'avait en réalité de monnaie en dépôt. Totalement insolvable, c'est-à-dire dans l'incapacité de régler ses dettes, la Banque Royale fait banqueroute. Il se met alors en place un marché noir, sur lequel le billet de banque s'échange pour moins d'un tiers de sa valeur. Beaucoup croient faire une bonne affaire en rachetant ces billets. Ils ne valent plus grand-chose, mais permettent tout de même à leurs propriétaires de gagner en pouvoir d'achat, ce qui a pour effet de faire grimper l'inflation. John Law peine à trouver des solutions. Dans la panique, il interdit au peuple d'épargner les métaux précieux, sous peine de confiscation et d'amende. Des perquisitions sont effectuées dans toute la capitale. On incite même à la dénonciation, en proposant des récompenses financières. Évidemment, l'opinion s'outrage d'une telle atteinte à la liberté, et John Law ne se prive pas de déporter les plus récalcitrants dans les colonies. Des émeutes éclatent. Elles sont durement réprimées, et les morts se comptent par dizaines. Incapable de redresser la barre, John Law démissionne et s'enfuit à Venise, effrayé par la gronde populaire. Il faut dire que bon nombre de déposants ont été ruinés suite à la banqueroute de la Banque Générale, même si certains, et notamment les plus pauvres, ont été indemnisés. Le système de Law finit par s'éteindre en octobre 1720, et les billets de banque sont suspendus. Avant de tirer un bilan du système de Law, évoquons quand même la fin de son créateur. John Law s'est donc réfugié à Venise, mais reste sous la protection du régent. À la mort de ce dernier, l'Écossais se voit interdit de séjour en France, mais de toute façon, il est peu probable qu'il ait souhaité y retourner.
Après avoir voyagé à Londres puis en Bavière, Lo revient à Venise où il meurt en 1729 à l'âge de 57 ans. La liquidation du système nous permet d'estimer la population qui fut concernée. Environ 2 millions de personnes, soit 10% de la population de l'époque. Venu pour résoudre une crise financière, John Law laisse la France globalement plus pauvre que lorsqu'il est arrivé. Ce cuisant échec laissera aux Français un goût amer, et nous fera perdre confiance pendant longtemps dans le papier-monnaie. Notons quand même que ce système aura permis l'assainissement de la dette publique, en déplaçant la charge sur de nombreux épargnants. Un mal pour un bien, mais qui aura permis à l'État français de soutenir la guerre contre l'Espagne. John Law a donc libéré l'économie française d'une paralysie liée à un endettement chronique. Les principales victimes de la banqueroute sont en fait les rentiers, ayant choisi de faire confiance au système. A contrario, la remise en mouvement de l'économie voit la situation des sujets de basse condition s'améliorer. Si la Banque Royale a fait faillite, ce n'est pas le cas de la Compagnie des Indes, qui, grâce à l'Empire colonial, multiplie les échanges commerciaux et continue d'importer des produits exotiques. Malgré son échec, Law et son système ont toujours, 3 siècles plus tard, une grande influence sur la théorie monétaire moderne qui en intègre de nombreux concepts. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'être pédagogue et de vulgariser un maximum afin que chacun puisse profiter de cette histoire et en comprendre facilement les enjeux. J'avoue par ailleurs ne pas être un expert en économie. Aussi, vous me pardonnerez si certaines notions ne sont pas expliquées en détail. N'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.